Bonjour. Si vous souhaitez développer des projets qui possèdent du sens pour des gens, des projets disposant d'un réel impact humain, ou si vous souhaitez apprendre à réaliser des projets innovants, alors cette formation sur la conduite de projets par l'approche Design Thinking est faite pour vous. Dans cette formation, vous allez découvrir étape par étape comment mener des projets de façon innovante en suivant une des méthodologies de design thinking. De la formulation d'un problème à résoudre à la conception d'une solution sur mesure, vous apprendrez à comprendre de manière précise les besoins des personnes que vous servez pour les toucher comme un bon tireur de lead atteint une cible, c'est-à-dire en plein cœur. Le design thinking vous sera également utile si vous souhaitez changer la façon dont vous abordez votre métier en y apportant plus d'innovation. L'objectif pédagogique de cette formation est de faire de vous une personne capable de communiquer et travailler concrètement avec des designers ou des ingénieurs, une personne capable de maîtriser les principes et les étapes de la démarche design thinking, mais surtout une personne capable de mettre le design thinking au service de la réussite de ses projets professionnels. Pour vous aider à atteindre ce triple objectif, je vais m'efforcer plutôt d'être le plus simple possible en commençant par vous expliquer les fondamentaux afin que cette formation soit facile à comprendre. Vous n'avez donc besoin d'aucune connaissance préalable à part savoir lire et écrire pour comprendre et maîtriser le design thinking. Alors, si vous souhaitez apprendre à conduire un projet par l'approche design thinking, je vous propose de découvrir sans plus tarder la façon dont cette formation est structurée. Cette formation sur la conduite de projet par l'approche design thinking se structure en trois grandes parties qui sont chacune d'elles subdivisées en plusieurs leçons. La première grande partie a pour objectif de vous familiariser au monde du design en général. Elle se compose de 4 leçons. Dans sa première leçon, vous découvrirez les états d'esprit à adopter pour bien comprendre le design thinking. Dans sa deuxième leçon, vous apprendrez à éviter les préjugés sur le design. Dans sa troisième leçon, vous apprendrez à développer votre sens de l'observation. Enfin, dans sa quatrième leçon, et la dernière, vous découvrirez les différentes méthodologies du design centré sur l'humain et notamment la méthodologie que nous allons apprendre ou utiliser tout au long de cette formation. Après vous être familiarisé avec le monde du design, nous aborderons la deuxième partie de cette formation. Cette deuxième partie a pour objectif de vous aider à maîtriser les 5 étapes de la méthodologie du design thinking. Elle se décompose donc logiquement en 5 leçons. Ainsi, dans sa première leçon, vous apprendrez à collecter les besoins des personnes que vous ciblez en adoptant une posture d'empathie, c'est-à-dire en vous mettant à leur place. Dans sa deuxième leçon, vous apprendrez à définir de façon précise la nature du problème que vous aurez à résoudre. Dans sa troisième leçon, vous apprendrez à réaliser un brainstorming avec les meilleures techniques de créativité actuelles. Dans sa quatrième leçon, vous apprendrez à développer une solution dans une optique d'amélioration continue. Enfin, dans la cinquième et dernière leçon de cette deuxième partie, vous apprendrez à tester votre concept auprès des utilisateurs finaux. Après que vous ayez appris à exécuter les 5 étapes du design thinking, nous terminerons cette formation par une troisième et dernière partie. L'objectif de cette dernière partie sera de vous aider à appliquer le design thinking dans le contexte de votre métier.
Elle se décompose en 3 leçons. Dans sa première leçon, vous apprendrez à détecter les opportunités d'amélioration d'un produit ou d'un service autour de vous grâce au design thinking. Dans sa deuxième leçon, vous apprendrez à exploiter les meilleurs outils numériques permettant de faciliter la collaboration à distance entre les membres de votre équipe. Enfin, dans sa troisième et dernière leçon, vous apprendrez à susciter l'adhésion de votre équipe autour de vos démarches d'innovation. Maintenant que vous avez une idée du programme de la formation, commençons par prendre quelques minutes pour comprendre quel mindset ou état d'esprit adopter pour réussir dans son approche de design thinking. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, il est important que vous adoptiez un certain nombre d'états d'esprit lorsque vous vous engagez dans la conduite d'un projet par l'approche design thinking. Sachez d'abord que si vous acceptez d'adopter l'approche design thinking, cela veut dire que vous vous sentez prêt à accepter 4 changements dans votre vie. Premièrement, vous souhaitez développer votre créativité, c'est-à-dire votre faculté à créer de nouveaux concepts. Deuxièmement, vous souhaitez devenir plus agile, c'est-à-dire capable de vous adapter à toute forme de contrainte. Troisièmement, vous souhaitez travailler et penser différemment. Et enfin, quatrièmement, vous souhaitez mener des projets de façon innovante. Alors, si vous vous sentez capable d'effectuer ces 4 changements, avant d'aller plus loin dans cette formation, je vous invite également à adopter 4 nouveaux états d'esprit. Le premier état d'esprit à adopter est de considérer le design thinking comme un outil universel de résolution de la majorité des problèmes. Le deuxième état d'esprit à adopter est de toujours avoir une ouverture d'esprit. Le troisième état d'esprit à adopter est de travailler prioritairement sur des projets qui vous tiennent à cœur. Et enfin, le quatrième état d'esprit à adopter est de se former en s'entraînant en parallèle sur un projet en rapport avec la formation que vous suivez. Pour une meilleure compréhension, je vais vous détailler le pourquoi de ces 4 états d'esprit. Tout d'abord, concernant le premier état d'esprit à adopter, c'est-à-dire voir le design comme accessible à tous, je vous invite à comprendre que le design n'est pas seulement un département dans une entreprise, mais le cœur d'une stratégie centrée sur l'humain. Une stratégie centrée sur l'humain permet de répondre aux besoins des individus et de résoudre des problèmes parfois complexes qui atteignent les personnes. C'est la raison pour laquelle les entreprises s'en inspirent de plus en plus pour créer des produits et des services qui possèdent un réel impact humain. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'on peut tout à fait aussi intégrer le design dans les activités individuelles. Au fil de cette formation, vous allez prendre conscience de l'importance du design thinking et vous verrez à quel point son approche est fondamentale pour être innovant dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Car le design thinking vous sera utile quel que soit votre secteur d'activité. Vous apprendrez à réfléchir comme un designer et à appliquer un ensemble de bonnes pratiques à vos projets de tous les jours. Concernant le deuxième état d'esprit à adopter, c'est-à-dire celui d'avoir une ouverture d'esprit sur le monde, gardez en mémoire que cette formation va transformer votre quotidien, que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active. Ne croyez pas que le design thinking n'est pas fait pour vous ou que vous n'êtes pas assez créatif pour ça. Les gens ont parfois tendance à s'auto-censurer quant à leur capacité à innover. Mais c'est un tort. Car pour vous familiariser progressivement avec le design, il vous suffit juste d'avoir un état d'esprit ouvert. Mais
c'est quoi avoir un état d'esprit ouvert? Eh bien, avoir un état d'esprit ouvert, c'est d'abord accepter de sortir de votre zone de confort pour utiliser le monde et les autres, donc ce que l'on observe et qu'on perçoit, comme source d'inspiration. Avoir un état d'esprit ouvert, c'est ensuite aborder les problèmes avec un regard d'enfant et accepter de ne pas toujours avoir la meilleure solution dès la première tentative. Avoir un état d'esprit ouvert, c'est enfin être optimiste et enthousiaste quant à l'avenir, car l'avenir n'est pas une fatalité, il n'est pas écrit d'avance, mais il vous appartient de construire le vôtre. Concernant le troisième état d'esprit à adopter, c'est-à-dire celui de travailler sur un projet qui vous tient à cœur, sachez bien qu'il s'agisse d'une technique mise au point pour les designers, le design thinking est une technique qui peut s'appliquer à tout type de projet et cela même si vous êtes un non-designer. Cette méthode vous apprend à prendre confiance en votre capacité créatrice. Il s'agit de décorer tous vos projets, quelle que soit de la philosophie agile et créative du designer. Que vous soyez commercial, directeur des ressources humaines ou encore ingénieur pédagogique, vous pouvez utiliser les principes du design thinking, ne serait-ce que pour voir comment transformer un problème en opportunité, comment étudier un projet, comment créer un prototype, comment tester un produit ou même comment produire des idées nouvelles. Enfin, concernant le quatrième état d'esprit à adopter, c'est-à-dire celui de vous entraîner sur un projet en parallèle, même si c'est un petit projet comme la refonte de votre CV par exemple, sachez que même si vous n'avez pas de projet en tête, vous pouvez essayer de repérer ce qui est autour de vous dans votre métier pour être amélioré comme une chose qu'on ne remarque pas assez ou une chose dont on ne remet jamais en cause ou encore une chose qui pose un problème de façon récurrente pour vous exercer au design thinking. C'est d'ailleurs la meilleure approche permettant de trouver une opportunité de travailler sur un projet avec la méthode du design thinking. Si vous êtes arrivé à ce stade de la formation, c'est que vous êtes déterminé à conduire vos projets par l'approche design thinking. Mais nous allons tout d'abord nous débarrasser de certains préjugés sur le design. Mais en fait, qu'est-ce que le design en réalité? Sans même attendre une réponse précise, j'imagine que quand je vous parle de design, certaines images vous viennent très vite à l'esprit, comme un smartphone de dernière génération, par exemple, un objet de décoration ou une voiture de luxe. Intuitivement, vous vous dites que le mot design doit avoir un lien avec quelque chose de beau, de moderne, d'épuré. Pourtant, vous n'en aurez pas forcément une définition claire. Mais pourquoi le design est si difficile à définir? Eh bien, parce que ces dernières années, le terme est devenu si populaire et si évident qu'on a rarement besoin de le définir. En effet, design est l'un des mots anglais que l'on utilise le plus en français et qui est entré dans le langage courant. Du coup, beaucoup de personnes l'emploient à tort et à travers et à force de l'employer ainsi, ils propagent des préjugés au sujet du design. En même temps, la course à la créativité qui s'observe dans les entreprises qui déploient des efforts considérables pour créer des produits qui nous plaisent conduit à une surenchère qui multiplie les occasions de parler de design sans finalement que l'on sache vraiment ce qui se cache réellement derrière ce mot. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette formation, vous serez incollable au sujet du design. Alors, chassons tout d'abord les idées reçues sur le design. La première idée reçue est que le mot design est un adjectif qualificatif.
Il existe d'ailleurs des expressions très répandues qui consistent à dire que tel ou tel objet est design. Beaucoup disent par exemple « je trouve cette chaise très design ». En disant cela, ils veulent exprimer une certaine idée de modernité, d'esthétisme, d'élégance, de simplicité ou de pureté. Et ils imaginent que dire c'est design, c'est un peu comme dire c'est beau, c'est classe. Or, dire c'est design est un abus de langage. Premièrement, parce que tout design n'est pas forcément beau ou moderne, car sa fonction première est d'être utile. Deuxièmement, le design, c'est avant tout un processus de conception. D'ailleurs, le mot design en anglais se traduit littéralement par conception en français. C'est un nom commun, ce n'est pas un adjectif, on dit le design. Mais c'est aussi un verbe. To design veut dire concevoir. Dire qu'un meuble est design n'a pas de sens. C'est comme si vous disiez ce meuble est conçu. Utiliser cette expression devant des designers ou des experts du sujet vous fera passer pour un amateur. C'est vrai que les automatismes ont la vie dure, c'est vrai, mais si vous avez tendance à le dire, essayez de vous rectifier régulièrement et d'employer plutôt des approches plus correctes comme le design de ce site web est élégant pour souligner sa dimension esthétique. Ou encore, le design de ce four est très intuitif pour souligner sa dimension ergonomique. L'astuce à retenir pour garder la définition du design en tête, c'est de se rappeler que le design, qui veut dire conception, est l'association de dessin, croquis, maquette, plan et de but, fonction, utilité. La deuxième idée reçue est de penser que le designer est un artiste. Malheureusement, ce n'est nullement le cas, car bien que le design inclue souvent une intention esthétique dans sa conception, comprenez bien que, contrairement à l'art, la vocation première d'un designer est d'être utile, facile à comprendre et agréable à utiliser. Sur des objets comme un presse-orange, ce qui vous intéresse en premier, c'est que sa prise en main soit agréable et qu'il fonctionne sans friction. Ensuite, qu'il ait une couleur ou une forme que vous aimez, c'est un plus. Mais cela n'ajoute pas un avantage à sa fonction de presser des oranges. Le designer n'est donc pas un artiste, même s'il peut avoir une forte sensibilité esthétique. Le designer n'est pas non plus un ingénieur, même s'il travaille souvent avec lui. Pour vous aider à faire la différence, sachez que l'artiste crée à partir de son inspiration propre quelque chose qui provoque des émotions et fait émerger un questionnement. Par contre, le designer conçoit à partir des besoins des autres et pour eux quelque chose qui apporte un confort ou une amélioration à un besoin identifié. Illustrons cette différence avec un objet de la vie courante comme une chaise. L'artiste va par exemple créer une chaise sur laquelle il est malaisé de s'asseoir pour nous questionner sur notre condition de sédentaire ou de notre vie scotchée au bureau. Le designer, par contre, va concevoir, dessiner une chaise bénéfique pour la posture du corps. Il solutionne le problème du mal de dos dû à une position assise prolongée. Pour résumer, retenez que le designer se rapproche plutôt de l'ergonome. Sa principale préoccupation est de créer des choses adaptées aux besoins à un besoin précis qui vont être utilisées et comprises par le plus grand nombre avec le maximum d'efficacité, de confort, de simplicité, voire de sécurité. La troisième idée reçue est que le design ne s'applique qu'aux objets. Il s'agit d'un des préjugés les plus tenaces. Beaucoup de gens croient que le design ne s'applique qu'aux objets, notamment à l'ameublement. Un canapé,
une table, un fauteuil. Il s'agit là d'une vision très réductrice du design. C'est vrai qu'à l'origine, le design était un concept qui s'appliquait aux objets, mais étant donné que le design est un processus de conception, il s'applique à tout ce qui, en amont, peut être pensé, conçu, puis réalisé, que ce soit un objet physique comme un smartphone, le tableau de bord d'une voiture, une rampe d'accès pour handicapés par exemple, un objet numérique comme un site internet, un emoji, un cours en ligne, un service comme un service après-vente, du conseil en changement organisationnel. Ça peut être aussi un concept comme la refonte du système de sécurité sociale, le service postal de demain par exemple. Ne vous en voulez pas si vous vous sentez particulièrement concerné par ce préjugé. C'est plutôt naturel de croire que le design s'applique à du visuel et notamment à des effets physiques puisque historiquement c'était le cas. Les premiers designers ont produit des objets de la vie courante destinés à la consommation de masse. Le point de départ de cette période de design étant la révolution industrielle qui a marqué l'ère de la production mécanisée et rationalisée, on a produit en série des voitures, de l'ameublement et de l'électroménager. Plusieurs courants du design se succèdent ensuite, comme le modernisme, le pop, l'alternative, et puis arrive la révolution numérique avec la propagation d'Internet, des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. À partir de là, le design s'est progressivement dématérialisé pour se manifester dans tout type de domaine, notamment le numérique. La quatrième idée reçue est que le design n'est réservé qu'aux designers. À cette idée reçue, je répondrai à la fois oui et non. En fait, bien qu'il soit évident que le design soit le résultat d'un travail de designer, si l'on se penche sur les étapes de ce processus de travail, on remarque rapidement que c'est une méthode que l'on peut employer dans de tas d'autres domaines. Au fond, un designer n'est qu'une personne qui identifie un problème, réfléchit à sa solution, conçoit un prototype qui a vocation à répondre au problème, le teste en réel, identifie les failles, puis ajuste et améliore le prototype. Le designer n'est donc qu'une personne qui résout un problème. En anglais, on dit problem solver. Nous solutionnons tous des problèmes au quotidien. Nous pouvons donc tous appliquer une démarche de design à nos projets. En résumé, le mot design est un nom commun que l'on peut traduire par conception. En anglais, c'est également un verbe que l'on peut traduire par concevoir. Le designer est un ergonome dont l'objectif est de répondre à un besoin d'adapter et d'améliorer quelque chose qui pose problème. Son but premier est de créer quelque chose de pratique, utile. Cela peut être esthétique ou d'apparence moderne, mais ce n'est pas un prérequis. Il est fortement lié à l'expérience qu'il procure, il est agréable à utiliser, l'expérience sera positive. C'est la raison pour laquelle le design ne concerne pas que les objets physiques, mais peut s'appliquer à tout ce qui requiert un travail de conception. Si les métiers de designer existent, cela ne veut pas dire que leur approche n'est pas accessible aux autres. Leur façon de penser et de travailler est un modèle dont on peut tous s'inspirer. Vous savez maintenant ce qu'est le design dans les grandes lignes. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment mieux repérer et analyser le design au quotidien. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il est absolument partout autour de vous.